Bonjour à tous, voilà parti pour une nouvelle série de vidéos dans le cours de première année, la Terre dans l'univers, et cette fois nous allons parler de séisme, de sismique, de sismologie, etc. Alors déjà commençons par bien définir les termes. Tout d'abord, nous avons le terme de sismologie. Et la sismologie, c'est une branche scientifique qui s'intéresse aux tremblements de terre, aux séismes naturels. Là, on regarde où se produisent ces séismes, par quoi sont-ils produits, pourquoi et comment. Pour cela, on va regarder aussi toute la physique qui est derrière et on va essayer de découvrir tout ce que ces séismes peuvent nous apprendre sur la structure et le fonctionnement de la planète. Enfin, la sismologie s'attache aussi à étudier tous les effets de ces tremblements de terre, notamment à la surface du sol, sur la transformation et la modification des paysages et tous les dégâts, les dommages et les victimes que cela peut générer. Et là, c'est toute une branche qui est en lien avec la prévention et la gestion des catastrophes et des risques naturels. Puis nous avons le terme de sismique. Alors la sismique, c'est une méthode géophysique de prospection du sous-sol et de la croûte terrestre. Et là, on va utiliser essentiellement des ébranlements artificiels provoqués et déclenchés par l'homme. Pour les structures terrestres plus profondes, quand on s'intéresse au manteau, au noyau externe liquide ou à la graine solide, là, on va exploiter les données sismiques acquises à partir des gros tremblements de terre naturels lointains. C'est une branche qui est très active, car les méthodes modernes permettent de discerner de faibles variations de vitesse des ondes sismiques, et ces faibles variations de vitesse peuvent être reliées à des variations de température et nous indiquer des zones plus chaudes ou plus froides dans le manteau. Et là, on arrive dans le domaine de la tomographie sismique. Étymologiquement, tomographie est un mot avec deux racines grecques. La racine tomo, qui signifie coupe, et graphie, qui bien sûr signifie dessin. La tomographie, cela signifie donc dessin ou coupe. Et la tomographie, c'est une technique d'imagerie qui va nous permettre de reconstruire des structures en 3 dimensions à partir de coupes successives. Dans toute cette série de vidéos, nous aurons besoin de comprendre toute la physique qui est derrière ces phénomènes. Car les séismes, c'est déjà une histoire d'ondes. Ce sont des ondes sismiques qui se propagent dans des milieux rocheux ou non, avec une physique bien particulière que nous devrons comprendre. Alors qu'est-ce qu'un séisme ? Un séisme, c'est une libération brutale et soudaine de l'énergie de déformation élastique emmagasinée dans le sol et le sous-sol, et cela pendant un certain laps de temps. Et cette libération d'énergie va se traduire par une cassure, une rupture d'une surface matérialisée par une faille. À titre d'illustration, je mets cette petite vidéo d'un granit progressivement mis en compression entre les plateaux d'une presse hydraulique. Dans les termes du métier, c'est ce qu'on appelle faire un test uniaxial. Petit à petit, la contrainte augmente progressivement, rien ne semble se passer, mais en fait, la roche emmagasine de plus en plus d'énergie de déformation. La roche est sous pression. Et dès que le seuil de résistance mécanique va être dépassé, cela claque, et cela sans prévenir. Voici un petit schéma très simple qui illustre de nouveau cela. On considère un volume solide au repos, puis on applique progressivement des contraintes cisaillantes. Dans un premier temps, ces contraintes vont générer des déformations à peine perceptibles, mais au bout d'un certain temps, le seuil de résistance mécanique est dépassé. Et cela se casse tout d'un coup sur la surface de la faille. La rupture, elle est violente, mais cela relâche les contraintes et la chose peut se répéter plusieurs fois. Et c'est ce qu'on va appeler un cycle sismique. Une faille qui a joué rejouera un jour ou l'autre, car même cause, même effet, les choses se répètent et nous avons une succession de cycles sismiques. La libération de cette énergie, ça va se manifester aussi par des ondes sismiques, c'est-à-dire des vibrations, des ébranlements, des ondes de déformation élastiques qui vont se propager dans toutes les directions et qui vont être affectées par des tas de phénomènes comme les réflexions et les réfractions. Un séisme, c'est une ou plusieurs failles qui vont être impliquées. La faille en jeu peut être nouvellement créée, mais bien souvent la nature va réutiliser les failles déjà existantes et une faille ancienne va souvent rejouer car c'est une zone de faiblesse dans la croûte. Et c'est bien plus facile pour la nature de faire comme cela. Une faille, c'est une cassure qui sépare 2 blocs, et le séisme va s'accompagner par un déplacement relatif des 2 blocs avec frottement et friction. Et selon la configuration du plan de faille et le mouvement des blocs, nous aurons soit des failles inverses, soit des failles normales, soit des failles décrochantes. Nous y reviendrons plus tard. Alors toujours dans la partie vocabulaire, la rupture va se concentrer en un endroit que l'on appelle le foyer du séisme. Ce foyer est sous terre, et c'est ce qu'on appelle l'hypocentre. Hypo, cela veut dire en dessous. Et associé à cet hypocentre, nous avons l'épicentre. Épi signifie ce qui est au-dessus, et l'épicentre, c'est ce qui est situé à l'aplomb de l'hypocentre, à la surface. C'est le foyer apparent du séisme, en surface, où va se manifester en premier et de la manière la plus intense le dégagement de l'énergie sismique. Alors pourquoi ces tremblements de terre ?
Tout cela est à relier au fonctionnement actuel de la planète Terre et à sa géodynamique interne. C'est la grande théorie de la tectonique des plaques qui explique cela. Le globe terrestre possède une enveloppe externe, solide, qui est la lithosphère. Cette lithosphère, elle est solide, elle est rigide, elle a un comportement cassant. C'est cela qui la différencie de la sténosphère, qui est l'enveloppe juste en dessous de la lithosphère, et qui, elle, la sténosphère, est capable de se déformer de manière plus ductile par fluage. Et cette lithosphère, elle est morcelée, elle est fragmentée en plaques que l'on appelle les plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. Ces plaques, elles sont mobiles les unes par rapport aux autres. Et les frontières entre ces plaques, ce sont les dorsales océaniques, ou ce sont les zones de subduction, ou ce sont les chaînes de montagnes, ou ce sont les grands décrochements crustaux. Et c'est principalement le long de ces limites de plaques que vont se concentrer une grande partie des séismes. Ici, je présente une carte très simplifiée de ces plaques tectoniques. Nous en avons une douzaine. Mais en fait, c'est plus complexe que cela quand on examine les choses de plus près. Et on sait qu'il y a des microplaques et il y en a beaucoup plus. Les petites flèches représentent ici les déplacements relatifs de ces plaques, les unes par rapport aux autres. Et voici la carte de la répartition mondiale de ces séismes. Et cette carte montre bien les zones de sismicité qui sont concentrées au niveau des frontières de plaques. Ainsi, les tremblements de terre ne se produisent pas partout. Ils se produisent surtout aux limites convergentes des grandes plaques lithosphériques, notamment le long de la façade ouest de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, ou le long de la zone de confrontation entre la plaque eurasienne et la plaque africaine. Et nous voyons très bien que les pays méditerranéens, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, nous ne sommes pas épargnés. Et nous avons aussi des séismes le long de la zone de confrontation entre la plaque eurasienne et la plaque indienne, c'est-à-dire au niveau de l'Himalaya et du Tibet. Et enfin, nous avons des séismes en Extrême-Orient, au Japon, en Indonésie, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire au niveau de toute la bordure occidentale de la plaque Pacifique Ouest. Tous les séismes ne sont pas reliés aux grandes frontières de plaques actuelles. Mais nous avons aussi des séismes qu'on appelle des séismes intraplaques, qui sont en dehors des grandes limites de plaques. C'est-à-dire ce sont des séismes qui vont se produire à l'intérieur d'une plaque ou au niveau d'une bordure de microplaques. Ces séismes, ils sont plus rares, mais cela indique bien que les plaques peuvent accumuler de l'énergie élastique de déformation et la libérer d'un coup sous forme d'un séisme. Et enfin, nous avons des séismes qui peuvent être induits par les activités humaines. Le meilleur exemple de cela, ce sont les États-Unis, qui utilisent l'injection de fluide et la fracturation hydraulique pour stimuler la récupération d'hydrocarbures du sous-sol. Et le nombre de ces séismes induits a beaucoup augmenté dans des régions d'exploitation pétrolière. L'exploitation géothermique peut être source aussi de désagréments. On peut citer l'histoire de la ville de Bâle en Suisse qui avait pour ambition de développer la géothermie profonde en utilisant la chaleur présente à 5000 mètres de profondeur. C'était un assez gros projet qui s'appelait Deep Heat Mining. Le projet prévoyait la construction d'une centrale de production d'électricité et tout un réseau de chaleur à destination des habitations et des bâtiments publics. À Bâle, le gradient géothermique est plus élevé que la moyenne, donc cela avait un sens, et on pouvait espérer faire remonter de l'eau à des températures au-dessus de 200 degrés Celsius. Le but était de faire circuler de l'eau dans ces couches profondes pour en récupérer des calories. Une société avait été créée à cet effet, c'est la société GeoPower Basel, mais pour faire circuler ces eaux en profondeur, créer tout un réseau de fissures. Et pour cela, il faut injecter de l'eau sous pression. Or, Bâle est aussi une région sismique. Injection d'eau et sismicité élevée, cela fait mauvais ménage. Car ces injections d'eau sous pression, eh bien cela va réactiver les failles. Et ce qui devait arriver s'est produit, et plusieurs séismes se sont déclenchés, et c'était des séismes de magnitude entre 3 et 4. Résultat des courses, en 2010, la ville de Bâle décide de renoncer au projet. Alors si vous voulez voir un petit aperçu de la sismicité sur le globe, nous avons quelques sites internet que l'on peut consulter. Le premier, c'est un site américain, c'est celui de l'USGS, qui est accessible à cette adresse. Alors bien sûr, cela sera marqué en anglais. Vous cliquez en haut à droite, et là nous avons les séismes de la veille. Autrement dit, un petit aperçu de la situation actuelle sismique terrestre, et il n'y a pas grand chose à signaler. Nous avons une quarantaine de séismes relativement modérés qui se sont produits. Je fais un zoom sur les Antilles, par exemple sur ce séisme au large de Puerto Rico, un séisme de magnitude 4,4 qui s'est produit à 28 km de profondeur. Ensuite, pour la France, nous avons ce site à cette adresse, et c'est le site national d'information sur les séismes en France métropolitaine et d'outre-mer. Il s'appelle RENAS, qui est l'acronyme de Réseau national de surveillance sismique. Et là, nous avons les derniers séismes
qui ont été enregistrés en France, et là aussi, à cette heure, rien de notable à signaler, à part un certain nombre d'ébranlements correspondant à des tiers de carrière. Encore plus proche en Auvergne, eh bien, je peux citer le site de l'OPGC, l'Observatoire de la physique du globe de Clermont-Ferrand, et là, c'est à cette adresse. On peut cliquer sur sismicité récente, et voilà un petit aperçu des derniers séismes, eh bien, qui se sont produits en 2022. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo sur la sismologie et la sismique. Nous continuerons là-dessus. À bientôt!